Le fils Kabila, Kabila fils, a été quasiment le vassal de Kagame pendant pratiquement 18 ans. D'où, je reviens à votre question, une armée infiltrée, une armée quasiment dépouillée de toutes ses capacités en termes d'équipement, en termes de renseignement. En termes de salaire aussi, $80 voilà, contre exactement, tout ça. plus de $20 000 pour les conseillers de Tshisekedi, hein, qui se chiffrent à environ 1200. Ça, c'est notre problème. Ça, c'est notre problème. Là, c'est notre problème. Poser une autre problématique, je vais y arriver. Bonjour chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud, bienvenue dans votre émission Entretien du jour. Avant de continuer, nous avons comme d'habitude depuis un moment une pensée pour les femmes de l'Est de la RDC, pour toutes les violences qu'elles subissent à cause de l'invasion rwandaise dans cette partie de l'Afrique. Justement, nous restons en RDC pour évoquer la question avec l'analyste politique Guy Mafimba. Et donc, dans cette édition d'Entretien du jour, il sera question des enjeux régionaux dans le conflit en RDC. RDC qui est un pays entouré de beaucoup d'autres qui sont parties prenantes, qui sont impliquées et qui sont médiateurs dans ce conflit. Nous en parlons. Bonjour Guy Mafimba. Bonjour Guy Mafimba. Bonjour Sadio Morel-Kanté, merci pour votre invitation. Alors Guy Mafimba, aujourd'hui Sassou est en pourparlers avec Lorenzo à propos de la RDC. Pour parler, je ne suis pas au courant je pense Ils pas doivent que se rencontrer pour en parler. Bon, je ne pense pas qu'il faut poser les problèmes de cette manière-là. Il y a une crise à l'est de la RDC depuis plus de 30 ans en réalité. Et suite à l'agression du Rwanda face à la RDC en ayant 9 voisins, et bien entendu, cette crise peut avoir risque d'avoir des conséquences dans toute la sous-région et sinon un peu plus. Maintenant, il y a 2 médiations qui ont été initiées du côté de Nairobi, c'est ce qu'on appelle la tentative des accords du côté de Nairobi et du côté de Luanda. Et Luanda, c'est l'Union africaine et les Nations unies qui sont parties prenantes et ils ont responsabilisé, bien entendu, le président Lorenzo. Qui est devenu, du coup, le président de l'Union africaine. Voilà. Maintenant, il y a d'autres partis, notamment la Cinco, c'est-à-dire l'épiscopat de la RDC, qui fait un peu une tournée dans toute la sous-région pour contacter un certain nombre de chefs d'État, dont M. Denis Sassou Nguesso, pour espérer avoir une solution. Mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est le processus de Luanda et le processus de Nairobi qui sont sur le chemin de trouver une solution durable à la crise en RDC. Alors là, nous apprenons aussi que Tshisekedi a finalement accepté de recevoir, de parler avec le M23. Ce qu'il avait jusque-là refusé. Non, on va tellement vite en besogne qu'il faut planter le décor. Le décor, c'est lequel? La RDC est agressée par le Rwanda, n'est-ce pas? Et le président Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a estimé que ce qui arrive, la énième agression, est la conséquence des accords signés auparavant, depuis 30 ans pratiquement, depuis Kabila père, en passant par Kabila fils. Il y en a eu en 2012 aussi. Il y a eu au moins plus de 3 accords. Et à chaque fois, c'était les mêmes groupes rebelles. Les mêmes groupes rebelles, hier, lorsqu'on accusait le Rwanda refusait, n'acceptait pas qu'ils sont partie prenante, c'est-à-dire le moteur Paul Kagame. Tshisekedi a fait un constat. Lorsqu'il arrive aux affaires, il a voulu pacifier, il a voulu travailler en bonne intelligence avec tous ses voisins. D'où son premier voyage à Kigali. À Kigali, à Brazzaville, à Luanda, en Namibie, en Zambie, en Tanzanie, jusqu'au Soudan du Sud. Je rappelle que la RDC est dans la sous-région, dans l'espace Afrique de l'Est et Afrique centrale.
La RDC, c'est comme disait Frantz Fanon, c'est une espèce de gâchette avec la forme du revolver qu'est l'Afrique. Et donc, est un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. En RDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la RDC peut être un pays solution pour toute l'Afrique, comme la RDC peut être un pays détonateur pour l'Afrique centrale et toute l'Afrique. Et si on a pris conscience de cela, on aurait pu aider ce pays à se stabiliser, à être un pays démocratique, et ça devrait, on va dire, ça devrait, comment dire, faire en sorte que tous les pays riverains, c'est-à-dire les 9 voisins, devaient en bénéficier. C'est cela, je pense, ce qu'a eu comme vision le président Félix Tshisekedi lorsqu'il arrive aux affaires. Donc il a fait toute la tournée. Malheureusement, chaque pays africain prend la RDC comme une espèce de butin et souhaite, pas tous les pays, mais la majorité des pays africains. L'Ouganda et le Rwanda déjà. Le Rwanda déjà, et je vais démontrer aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Comme une espèce de pays butin, au lieu d'être le pays solution, et espérer que ce pays continuellement déstabilisé, ce pays continuellement déstructuré, va permettre à ce que les convoitises se fassent à travers les multinationales, mais mieux que le projet macabre, sinon machiavélique, de balkanisation de la RDC, qui est partagé par un certain nombre de pays impérialistes, sinon des pays occidentaux, voire les pays aussi de la Chine et autres, va prospérer. D'où cette énième agression et une prise de conscience actuellement, je pense, dans le leadership du président Félix Tshisekedi, et d'où son refus catégorique de ne pas discuter avec le M23, mais plutôt de discuter avec le Rwanda, qui est véritablement le pays agresseur, et le M23 n'est que, comme il le dit, un pantin. Et cela aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, et il faut à cela souligner les victoires diplomatiques successives du président Tshisekedi. Aujourd'hui, aux Nations Unies, c'est-à-dire à l'ONU, on a reconnu pour la première fois depuis 30 ans que le Rwanda est un pays agresseur, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Union africaine, même si c'est encore timide, et au niveau des structures régionales telles que la CAC ou la SADC. Oui. Voilà dans quelles conditions, dans quel décor on se trouve actuellement. Guy Mafimba, Tshisekedi, qui est le président actuel depuis 6 ans, a mené certes une offensive diplomatique pour ne pas embraser la RDC et la région Afrique centrale, Afrique de l'Est, les régions Afrique centrale, Afrique de l'Est avec. D'accord, mais quel est le résultat? Quelle est la différence en termes d'acquis des envahisseurs par rapport à il y a 30 ans? Bon, avant d'évaluer le bilan, entre guillemets, 6 ans de président Félix Tshisekedi, il faut déjà se poser la question de savoir quelle est la prise de conscience des chefs d'État africains, sinon de la sous-région, et nous les Africains. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, si on avait considéré, comme l'avaient considéré les pères, les véritables pères des indépendances africaines, comme les Nyerere, le président Mandela et les autres de la SADC, que la RDC peut être le pays solution, c'est-à-dire quand on a lancé la Renaissance africaine, ce serait une bonne chose. Mais comme je vous ai dit tantôt, malheureusement, un certain nombre de chefs d'État africains participent en fait à la balkanisation à tort ou à raison de la RDC. Maintenant, pour répondre à votre question, je vais oui. un instant. Cette balkanisation n'est-il pas motivée par le fait que la RDC, depuis toutes ces décennies-là, depuis, on a vu l'invasion de Kabila Père de l'époque de Mobutu, a montré une armée faible que Tshisekedi et Kabila fils n'ont pas pu construire pour en faire une armée dissuasive. Non. Il ne faut pas voir ça en termes d'armée faible ou pas armée faible. C'est quand même la 8e armée la plus puissante d'Afrique, du moins en termes d'hommes, 135 000 hommes. Madame Sadio, il ne faut pas se focaliser sur la qualité ou pas de l'armée. Il faut se focaliser sur les enjeux géostratégiques. Ça veut dire quoi? Oui, mais il y a ça, il y a l'armée aussi. J'y arrive. Surtout justement quand on possède tant de richesse, Madame, il faut savoir protéger. Et jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul mécanisme, à mon avis, c'est d'avoir une armée bien construite. Mais pour avoir une armée,
pour avoir une armée, il faut identifier, parce que ce qu'on appelle la doctrine de défense est fonction d'identification des risques, d'identification des tentatives de déstabilisation. C'est cela qui existe depuis 30 ans. J'arrive. Et de façon accrue. J'y arrive. Cette tentative de J'y arrive, déstabilisation va crescendo depuis 30 ans. Madame Sadio, j'y arrive. Si vous me laissez 2 minutes, laissez-moi 3 minutes. Je veux juste comprendre qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour la gestion de cette crise-là, pour protéger son pays. Restez pas sur Tshisekedi. Tshisekedi, ça fait 30 ans qu'il y a la déstabilisation de la RDC, depuis Mobutu. N'est-ce pas? Il faut comprendre. Centralité géostratégique, la RDC. Maintenant, cela, il y a des puissances impérialistes, que ce soit la Chine, les États-Unis, la France, l'Union européenne et autres, qui veulent balkaniser, déstabiliser. Vous m'en donnez des éléments? Écoutez, souvenez-vous de la déclaration de M. Sarkozy, qui a dit clairement que la RDC doit comprendre qu'elle a trop de richesses, il faut absolument faire en sorte que les autres pays riverains en profitent. Profiter, ça veut dire qu'ils peuvent, à partir des richesses de la RDC, construire d'autres mécanismes Madame de développement. Sadio, si je ne peux pas prendre 3 minutes, ça sera difficile pour nos auditeurs. Je vous laisse 5 minutes si vous voulez. Voilà. Centralité géostratégique, donc il y a des convoitises. Le leadership mondial se joue aujourd'hui en RDC, sinon dans le bassin du Congo, à travers notre bassin du Congo, c'est-à-dire la forêt, à travers le fleuve, la guerre de l'eau, à travers les minéraux, des matières premières stratégiques rares. Une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qui va se passer? Tous les impérialistes, tous les pays, les puissances impérialistes veulent convoiter, veulent avoir la maîtrise de ces matières premières ou de l'eau ou de la forêt, n'est-ce pas? Maintenant, depuis 30 ans, lorsque les États-Unis ont fait le pari de remplacer Mobutu par un autre homme qui leur sera favorable après la chute du mur de Berlin, un obligé, un homme lige. Oui. Un homme lige. Il y a eu l'AFDL avec Kabila père. Lorsqu'il a voulu résister au Rwandais, il a été assassiné. Le fils est arrivé. Le fils Kabila fils, a été quasiment le vassal de Kagame pendant pratiquement 18 ans. D'où, je reviens à votre question, une armée infiltrée, une armée quasiment dépouillée de toutes ses capacités en termes d'équipement, en termes de renseignement. En termes de salaire aussi, $80 voilà, contre exactement, tout ça. Plus de $20 pour les conseillers de Tshisekedi, qui se chiffrent à environ 1200. Ça, c'est notre problème. Ça, c'est un autre problème. Là, c'est notre problème. Poser une autre problématique, je vais y arriver. Là, c'est notre problème. Félix Tshisekedi arrive. Une fois qu'il arrive, il veut pacifier avec tout le monde pour travailler en bonne intelligence. Les puissances impérialistes, que ce soit la Chine d'un côté, que ce soit les puissances occidentales. Les gens parlent très rarement de la Chine. Bien sûr, la Chine, c'est une puissance impérialiste. Les gens oublient une chose. Les gens oublient une chose. Pendant 18 ans, Kabila fils a signé un partenariat stratégique avec la Chine. C'est la Chine qui avait quasiment le monopole des matières premières rares. Et la Chine est venue en RDC grâce à M. Denis Sassou Nguesso, qui a été pratiquement le VRP de la Chine dans cette sous-région. Ouais, pendant que vous le citez, nous savons qu'il a signé avec le Rwanda pour que le Rwanda acquiert des terres au Congo. Dans le sud du Congo notamment, et qu'il y a une relation entre Kagame et Tshisekedi Kagame et Sassou que Tshisekedi n'apprécie pas. Il l'a dit à plusieurs reprises. Bon, ça participe à la posture de Paul Kagame de prendre un peu le contrôle dans ses visées expansionnistes et prédatrices, de prendre un peu le contrôle de cette sous-région. Parce qu'à l'est de la RDC, avec Tshisekedi, ça devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contourner l'est pour déstabiliser le régime du président Tshisekedi. D'où le positionnement de l'armée rwandaise en RCA et au Congo-Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville, effectivement, vous avez fait allusion à ces accords signés, à l'accord militaire et économique, mais il faut voir beaucoup plus les accords militaires, signés entre le régime de Brazzaville et le régime de Paul Kagame, qui fait de surcroît le Congo comme un pays co-belligérant, ce d'autant plus que
Comme nous sommes... belligérants de façon souterraine ou visible? Parce Mais que, elle était visiblement, souterraine hier. Aujourd'hui, malheureusement, elle devient de plus en plus visible parce que Paul Kagame, qui a pris quasiment pied sur Brazzaville, et passez-moi le terme, est à portée de canon de Kinshasa. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'un certain nombre de leaders politiques de la RDC, quand ils sont en difficulté, quand ils veulent traverser, ils passent par Brazzaville. Et je tiens à vous signaler aussi que de plus en plus, on constate au niveau de Brazzaville la présence des éléments à travers les fameuses terres qu'ils ont achetées, mais des éléments des forces de renseignement rwandaises du côté de Brazzaville. Mais comme nous avons un lien naturel, géographique, culturel, oui, mais historique il y avait avec déjà la RDC. la présence des réfugiés rwandais dont la durée de vie de leur exil avait expiré, je crois, en 2013-2014, qui sont toujours au Congo, qui sont souvent aussi accusés de connivence avec le président Sassou contre la RDC. Ça, je ne me prononce pas trop, mais vous êtes en train de nous expliquer que à l'est, il y a Kagame, qui est en plein dans la colonie de peuplement, et que à l'ouest, Sassou aussi serait vecteur de déstabilisation de ce pays-là. Mais bien entendu, pourquoi? Parce que lorsque vous avez un allié naturel historique privilégié qui est la RDC, qui est le nôtre, et que vous acceptez de signer des accords, encore économiques, on peut comprendre, mais des accords militaires, avec un pays agresseur, de votre voisin immédiat, dont tous les liens, je viens de les citer tout à l'heure. Kagame n'est pas à sa première signature des accords de ce genre. On l'a vu en Guinée-Bissau, au Bénin, dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Créer des accords agricoles sur le numérique, l'économie numérique, l'agricole, militaire même. Bien entendu, beaucoup d'observateurs et analystes soupçonnent, non, pensent très sincèrement, très fortement que Kagame est la présence de Macron, sinon de la France Non, je ne vais pas aller jusque-là. Kagame a des ambitions, malheureusement, qui sont des ambitions d'expansion, qui sont des ambitions de prédation et autres. Oui, mais un petit pays de 14 000 habitants, 14 millions d'habitants et 222 000 km² à peine, qui a besoin d'étendre ses terres, s'il n'est pas aidé, comment arrive-t-il à prendre pendant 30 ans? Mais ne parlons pas d'aide. En fait, c'est des connivences, on va dire, impérialistes. On utilise un certain nombre de multinationales, sinon des pays, utilisent Kagame pour déstabiliser l'est de la RDC, sinon la RDC, parce qu'on estime qu'un État faible, ils peuvent se permettre. Ce que vous avez pris l'exemple, par exemple, prenez le bon exemple, c'est en Mozambique. Le Rwanda est en Mozambique, parce que Total est en train d'exploiter un certain nombre d'exploitations gazières et qu'il y avait des problèmes de déstabilisation. Donc on a utilisé les forces de Kagame qui sont utilisées un peu comme Wagner pour aller, soi-disant, protéger l'exploitation du gaz au Mozambique. Mais en réalité, lorsque vous voyez très bien, ce sont des connivences, comme en RCA. En RCA, ils sont venus dans le cadre du maintien de la paix. Vous parlez de Wagner? Non, je parle des forces rwandaises. Rwandaises, d'accord. Dans le cadre du maintien de la paix en RCA. Et depuis, celle qui gère ces forces du maintien de la paix, c'est une Rwandaise, fonctionnaire international, et malheureusement aujourd'hui, toute la garde prétorienne de M. Touadéra, ce sont des Rwandais. Donc c'est une espèce de tactique d'encerclement de la RDC pour mieux l'affaiblir et mieux déstabiliser le régime en place à Kinshasa. Mais c'est justement ça, là où la préoccupation s'entend. Préoccupation que depuis 6 ans, c'est vrai que Tshisekedi aujourd'hui est arrivé à faire que la CPI a pris l'idée de la création d'un tribunal spécial, que l'Union européenne retire sa confiance au Rwanda, mais derrière, il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien qui fera que demain, si les armes doivent retourner ou réduire l'expansion de l'AFC M23, de la RDC, c'est déjà trop de territoire conquis. Je vais vous dire une chose. Les guerres ou les agressions, maintenant, se jouent sur 3 fronts. Il y a le front médiatique, c'est ce qu'on appelle la bataille numérique.
il y a le front diplomatique, c'est ce qu'on appelle la bataille diplomatique, et le front militaire, ce qui est souvent quelque chose je vais dire, une formalité. Et quand Tshisekedi arrive, il doit avoir le contrôle politique. Souvenez-vous, le président Tshisekedi arrive, pendant 3 ans, il n'a pas de majorité au niveau du Parlement. Il est obligé de batailler pour avoir une majorité pour commencer à travailler. On commençait à travailler les 2 ans après, le deuxième mandat arrive et on l'agresse. Mais en l'agressant, le Paul Kagame savait pertinemment qu'actuellement, il n'avait pas gagné la bataille diplomatique ni la bataille médiatique. Et sur le plan militaire, il était en train de renforcer les capacités et de dépolluer l'armée de toutes les infiltrations dues bien entendu aux accords signés précédemment par Kabila fils avec ces histoires de mixage ou de brassage où on se retrouvait avec des Rwandais au sein de l'armée de la RDC qui occupaient des postes de responsabilité. Donc les 3 batailles-là sont en train d'être menées progressivement et contrairement à ce que les gens peuvent penser, aujourd'hui, sur le plan diplomatique, le Kagame qui était perçu, Paul Kagame qui était perçu comme un dirigeant, un leadership gagnant et autres, souvenez-vous, aujourd'hui, au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union européenne, un peu partout aujourd'hui, il est considéré effectivement comme un facteur d'instabilité de la sous-région. Au niveau interne, nous voyons que Corneille Nangaa de l'AFC M23 est en train de tisser des alliances avec une bonne partie des plus de 200 groupes armés présents en RDC. Et que, d'autre part, au bénéfice de Tshisekedi, il y a Fayoulou qui a eu un discours apaisant, mais, à contrario, Kabila fils qui a été chargé et en désaccord aujourd'hui avec Kabila, avec Tshisekedi, pardon. Est-ce que vous croyez que ce cocktail est favorable à une paix que vous avez souhaitée durable? Non. Déjà, le premier aspect, Corneille Nangaa, quand vous parlez de Corneille Nangaa, parlez des Rwandais. Il n'a pas de force, il n'a rien. Ce sont les Rwandais qui se battent avec des drones, avec des équipements hyper sophistiqués. Donc Corneille Nangaa, ce n'est qu'un pantin, et je reprends l'expression. Aujourd'hui, il est évident que c'est lui qui tire... Oui, mais c'est-à-dire que les espaces, les territoires qui sont conquis, et puis il faut relativiser les choses. Bukavu, Ngoma est adossé au Rwanda. Je suis un ancien de la force publique. Lorsque vous avez une rébellion qui a une base arrière aussi proche, l'art militaire consiste à ne pas aller à l'affrontement pour l'affrontement. D'accord. L'art militaire, c'est de circonscrire en fait... Que direz-vous alors des RDCiens qui refutent la toutité à leurs compatriotes? Je n'ai pas répondu encore à votre première question. Et qu'ils chassent sur le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas aussi... Qu'ils chassent sur Kigali, sur le Rwanda, pardon. Est-ce que ce n'est pas aussi un nœud qu'il faut dénouer pour apaiser les Tutsis qui sont de la RDC et qui sont chassés sur le Rwanda, qui sont utilisés aussi? Vous savez que c'est un prétexte fallacieux. Le prétexte sur, soi-disant, on veut défendre les Banyamulenge, comme on les appelle, c'est un prétexte fallacieux. Lui-même, Tshisekedi, au cours d'une allocution, il a été même contesté par les Congolais. Il a dit en bonne et due forme que les Banyamulenge font partie de notre territoire et ce sont des Congolais. Il avait Lumumba, on a eu dans son gouvernement. Pardon. La femme de Tshisekedi lui-même, elle-même aussi est originaire et Banyamulenge de la RDC. Donc c'est un prétexte fallacieux pour un État continent comme la RDC. Il y a toutes les communautés. Mais dites-vous bien, ce n'est pas seulement la seule communauté en RDC. Je ne sais pas combien ils ont des communautés. Bien sûr, et pour répondre à votre question qui était sur les discussions internes à la RDC dans la classe politique, oui, Fayoulou a fait une avancée pour d'abord mettre en priorité l'agression, dénoncer l'agression. Mais par contre, du côté du PPRD de l'ancien président Joseph Kabila, c'est toute une ambiguïté. Moi, je l'ai suivi. Il n'a pas condamné. Au contraire, il pousse le président Tshisekedi. Je crois qu'il ouvre même les hostilités. Voilà. Et surtout, il pousse le président Tshisekedi. Mais n'oublions pas qu'à un moment, c'est Félix Tshisekedi quand même qui l'accuse de connivence avec la RDC, lui qui était longtemps dans son silence, et que Jean-Pierre Bemba aussi, en tournée dans une partie de la RDC, a aussi accusé, a réveillé
ils ont permis à Kabila finalement de sortir de son silence encore pour prétexte prendre fallacieux. position contre la politique de Encore sorti irresponsable et prétexte fallacieux. Je vais vous l'expliquer. Qui est Corneille Nangaa? C'est l'homme de Tshisekedi, de Félix, de Jean-Joseph Kabila. Mais qui aussi dit avoir mis Tshisekedi au pouvoir. Un autre débat, parce que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il dit ça, vous savez, moi je suis dans le système d'information. Lorsqu'on organise des élections, les serveurs gardent toujours en backup la réalité des faits. Donc, s'il a un backup, il sort, il dit voilà ce qui a gagné. Mais ceux qui connaissent la sociologie politique de la RDC, Fayoulou ne peut pas battre le fils de Tshisekedi père. En passant, ce que vous êtes en train de dire par rapport à la sortie de Kabila. Ce n'était pas Fayoulou l'individu, c'était Fayoulou, une coalition mise en place. Appelez-moi pour un autre débat, je vais vous expliquer que tout ce qu'il est en train de raconter, c'est ce qu'on appelle une manière de divertir les gens. Sur la sortie de Joseph Kabila. Joseph Kabila a été irresponsable dans sa sortie, comme j'ai dit tantôt. Lorsqu'on sort, on a été un chef d'État, on condamne et on compatit à l'égard de ses compatriotes qui sont en train de mourir. Lui, c'est pas ça. Lui, il demande à ce que le M23 puisse discuter avec le président élu actuellement, Félix Tshisekedi. Mais le même Kabila a vaincu, selon lui, le M23 qu'il à l'époque traité de terroriste à travers Mende, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas dire avoir vaincu le M23 qui était un mouvement terroriste et aujourd'hui demander à ce même mouvement terroriste de discuter avec celui qui t'a remplacé. Donc, tout ceci ne peut plus cacher la réalité des faits. La réalité des faits, c'est le fait que depuis l'entrée de l'AFDL, 30 secondes pour oui, conclure oui, à ce qui pourrait être bénéfique à la RDC, à l'Afrique et au monde sur la paix durable. Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment stabiliser ce pays-là? En 30 secondes, je dirais ceci. Vous savez, j'ai toujours dit que la RDC, c'est à la fois un pays solution et une centralité géostratégique. Si les dirigeants africains pouvaient le comprendre, on va faire un pas en avant sur le développement et le progrès de notre pays. Et la seule manière de faire, c'est de convaincre un certain nombre de petits tyrans dans la sous-région de comprendre qu'il y a une manière de travailler en bonne intelligence avec un pays qui regorge de tout, mais pas pour lui en tant que RDC, en tant que pays, mais pour toute la sous-région. Pour le bonheur de l'Afrique. De la sous-région et l'Afrique. Merci beaucoup, Guy Mafimba. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci. Et que nous avons parlé des enjeux régionaux dans la gestion du conflit de la RDC. Merci. Une fois encore, une pensée pour les femmes de Béni, de Goma, de Kolwezi, de toutes les parties de la RDC qui sont envahies et dont les femmes payent tribut. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur notre compte YouTube qui affiche déjà plus de 100 000 abonnés. Notre objectif est de 1 million, voire plus, en 3 semaines, s'il vous plaît. Merci beaucoup et à bientôt.